Monte-Carlo, Black-Scholes et compagnie. Les générateurs de scénarios économiques qui sont devenus une réalité incontournable en matière de gestion active-passive. Citation tirée du livre, si ces modèles ne constituent pas une fin en soi, ils sont néanmoins un outil indispensable. Évidemment que l'appréciation, la quantification du risque, à l'aide des mesures, notamment celles discutées au chapitre 2, là, sont incontournables. Puis ça, il faut générer un grand nombre de scénarios possibles. Donc, ces outils-là demeurent des outils, ce n'est pas une finalité, mais ils sont très importants et très utilisés. Pour faire l'étude des générateurs de scénarios économiques, on va commencer avec évidemment avec les notions de base, beaucoup autour de Monte-Carlo. Monte-Carlo, c'est des techniques, c'est une technique de simulation qui est utilisée dans de nombreux domaines, en ingénierie, en économie, vous pouvez les nommer, là, en sciences de la vie également. Puis c'est notamment utilisé en finance. Nous, on va regarder l'approche de Monte-Carlo, l'approche de simulation de Monte-Carlo pour les modèles de Black-Scholes et Vasicek, comme étude des notions de base. Black-Scholes, ça permet de simuler les rendements sur des actions ou des titres à revenus variables, puis de façon plus générale sur des fonds de placement qui regroupent ces titres-là. Vasicek, c'est un modèle différent, c'est un modèle qui simule des taux d'intérêt, donc les taux d'intérêt usuels, là, puis qui, par la suite, évidemment, ces modèles-là peuvent être utilisés, notamment pour des titres comme les obligations. Une fois qu'on aura fait ça, on pourra présenter, sans aller dans tous les détails, certains raffinements possibles, notamment des variantes qu'on peut introduire à ces modèles-là pour les renforcer, les raffiner, puis des notions comme les changements de régime. Au préalable, qu'est-ce que c'est que les simulations de Monte-Carlo? Comme je vous l'ai dit, c'est largement utilisé dans plusieurs domaines pour comprendre l'impact du risque ou de l'incertitude. Donc, on se donne un modèle de prévision. Il y a des variables qui composent ce modèle-là qui sont incertaines, qu'on peut assimiler à des valeurs aléatoires. En se donnant des valeurs aléatoires pour ces variables incertaines-là, on peut dégager un ensemble de résultats. Puis une fois qu'on a un ensemble de résultats, on peut davantage quantifier le risque, notamment par l'estimation des probabilités. Avant d'aller plus loin, petite question d'introduction. Qu'ont en commun le tango, donc la fameuse danse d'origine argentine, et puis les générateurs de scénarios économiques? On pourrait identifier 3 éléments, l'excitation, la difficulté à maîtriser les pas, je vous laisse choisir. Dans mon cas, je vais attirer votre attention sur les pas. Tango, évidemment, il y a des pas pour la danse. Dans les générateurs, le pas, on peut parler de jour, mois, année. C'est la période qu'on va retenir pour faire nos projections dans le temps. On va projeter d'une journée à l'autre, une journée à la fois, d'un mois à l'autre, ou encore d'une année sur l'autre. Ce qu'on va retenir ici, notamment au début, c'est plus sur base annuelle. C'est-à-dire qu'on va simuler des valeurs en se projetant dans le temps sur la base d'une année. Vous avez un petit exemple simple ici, qui est une projection pour un fonds d'action américaine. La valeur de ce fonds-là, c'est ST. Le pas considéré, c'est 1 an. Le rendement attendu, c'est le frais du rendement historique. C'est tiré du tableau 3.2. C'est 10,7 % par année en moyenne dans les 15 dernières années, avec une volatilité ou un écart type de 17,1 %. Si pour un instant, on ignore la volatilité, si on ignore le risque ou l'écart type, on obtient ce qui est présenté au graphique, c'est-à-dire notre 1000 va s'accumuler à 2763,61 après 10 ans, sur la base d'un rendement de 10,7 % par année, puis sur la base de la petite équation toute simple qui est présentée là. Évidemment, ça, c'est sans incertitude. On peut introduire l'incertitude, comme c'est fait ici, en tenant compte de l'écart type, en tenant compte, évidemment, pour projeter la valeur du fonds dans l'année T, de la valeur qu'on avait l'année précédente, ST-1, puis en introduisant, puis c'est là la simulation de Monte-Carlo, un générateur aléatoire, epsilon de t, qui est de distribution normale 0,1. Donc, on simule des rendements on simule des variations dans les valeurs, sur la base de ce qui est présenté là, puis on peut en faire un grand nombre de simulations. Ce que vous avez à l'écran, par exemple la courbe noire, qui finit qu'une valeur inférieure à la courbe bleue, elle a été marquée par des bons rendements
notamment dans les 4 premières années. Par contre, dans les années 5 et 6, des rendements de moins 28 moins 16 qui l'ont fait chuter à un niveau inférieur à ce qui avait été enregistré sans incertitude. Évidemment qu'on peut en faire plusieurs valeurs, plusieurs simulations avec différentes valeurs. Vous avez, par exemple, ici, le résultat d'une simulation un peu extrême, ça va, qui nous donne une valeur accumulée de 10 000 sur la base qui sont présentées. On pourrait aller plus loin. Ici, on en a fait 10. Ce qui nous donne la distribution ou les résultats qui sont présentés à l'écran maintenant. Vous avez pour chacune des 10 simulations le taux de rendement, les taux de rendement obtenus, le minimum pour chacun des scénarios sur 10 ans. Donc, on a 10 taux annuels pour chacune des simulations, on prend le minimum, le max, puis on fait la moyenne. Évidemment que si on prend les scénarios un par un, on a une grande volatilité. Si je prends chacune des valeurs annuelles de chacun des scénarios, je me ramasse que pour les 10 scénarios, j'ai eu un minimum de moins 29. Puis pour le maximum, j'ai eu plus 47. Si au lieu d'y aller avec des valeurs annuelles, je fais la moyenne pour chacun des scénarios de mes rendements 10 ans, ce qui me donne par exemple le scénario 1, un rendement moyen de 18 alors que mon min était à moins 18 puis mon max à 39. Bien, on s'aperçoit qu'en travaillant avec des moyennes 10 ans plutôt que des valeurs annuelles, on a des volatilités qui sont déjà plus faibles. Donc, pour un scénario donné, ça ne peut pas toujours bien aller, puis ça ne peut pas toujours mal aller, ce qui fait en sorte que la moyenne 10 ans est de volatilité réduite. C'est ce qu'on voit au bas du tableau avec un minimum de 1 et un maximum de 27. C'est ce qu'on voit aussi dans le graphique. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, on voit une courbe normale, mais qui a tendance à se resserrer quand le nombre d'années considérées augmente. Donc, sur un an, de couvrir 99% des résultats, ça nous amène autour de proche moins 30 jusqu'à au-delà de 60%, alors que sur 10 ans, ça nous amène autour de 0, puis proche de 30%. OK? L'autre élément intéressant à noter, c'est que la distribution des taux de rendement, ici, elle est normale, puis on peut le déduire là, du fait de la façon dont c'est calculé, là, avec la distribution normale des facteurs epsilon. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est pas seulement les taux de rendement, c'est aussi la valeur qui en résulte. Donc ici, on passe d'une simulation de 10 scénarios 10 ans à une simulation 30 ans, 2000 simulations, 2000 scénarios, toujours en référant au Fonds d'action américaine. Puis on regarde ce que ça nous donne. D'abord, les simulations du taux de rendement. Vous avez le graphique à gauche. En abscisse chacune des 30 années de projection. Puis ce qui est présenté comme résultat, là, en ordonnée, ça correspond à la distribution des taux de rendement. Donc la ligne dorée, c'est la moyenne, autour de 10,7 évidemment. Les pointillés rouges, ça correspond au premier ou troisième quartile. Pour être dans le premier quartile, il faudrait avoir une moyenne. Il faudrait avoir un rendement qui est au-dessus de 20 puis pour ne pas être dans le quatrième quartile, il faudrait avoir au moins 0 L'intervalle vert, c'est à un niveau de confiance de 95 J'ai 95 de chance de me trouver entre moins 20 et 40 puis finalement, j'ai les valeurs extra. Comme on dit, nous, ce qui nous intéresse, bon, les taux de rendement, oui, mais beaucoup aussi les valeurs accumulées dans le fond, parce qu'on cumule les rendements année après année sur 30 ans, puis on regarde quelles sont les trajectoires des valeurs restées. Donc, vous avez le même graphique, là, avec la moyenne, les intervalles et tout. Mais ça, je dirais, c'est d'un intérêt limité. Ce qui nous intéresse plus, on se dit, on oublie les taux de rendement. Ce qui nous intéresse, c'est de faire des coupes transversales à différents moments dans le temps des valeurs de ST. Puis de ça, bien, on peut déduire des distributions de valeurs de ST de ces résultats de simulation-là. Puis ça nous dit que, bon, bien, finalement, les valeurs de ST sont distribuées en fonction de l'incertitude qu'on a introduite dans notre modèle, d'écart type, oui, mais aussi ce qu'on s'aperçoit, c'est que, évidemment, plus on avance dans le temps, plus la distribution des valeurs de ST a tendance à devenir ce qu'on appelle une distribution log normale. Donc, si mes taux de rendement étaient de distribution normale, mes valeurs de ST, elles, ont tendance à être de distribution log normale.
Donc ça fait le tour un petit peu de l'horizon Monte-Carlo comme tel. Ce qu'on va faire maintenant, on va transposer ça dans l'univers du modèle de Black-Scholes. Ce qu'on va faire au départ, c'est qu'on va simplement généraliser le pas. Tout à l'heure, on avait un pas de 1 an. Là, on va dire que le pas peut être différent d'1 an. Ça nous donne l'équation qui est là, qui est identique à celle de tout à l'heure, mais en introduisant de façon explicite le pas. Ce qu'on a vu, c'est que la distribution de ST a tendance à être log normal, surtout après un certain nombre de pas, un certain nombre d'années. Fait que ce qui devient intéressant à ce moment-là, c'est de simuler non pas ST, mais plutôt le log naturel là, de la valeur du fond ST. On transforme tout ça en utilisant l'M dito. Ça nous donne ce qui est là. Puis ce qui est intéressant de ça, on n'ira pas dans le détail dans la présentation, c'est discuté plus en détail dans le livre. On tire de ça une très belle distribution, log normal, pour la progression de la valeur du fond de S0 à ST, puis que sur la base des paramètres qui sont là, qu'on peut très facilement estimer sur la base de données empiriques, de données historiques, mais qu'on peut aussi poser comme hypothèse. Quand on applique ça, ça nous donne les distributions qui sont là. On voit que c'est une distribution log normale, les valeurs positives. Évidemment que la valeur du fond ne peut pas être négative, là. Les rendements peuvent être négatifs, mais la valeur du fond le plus bas qu'elle peut atteindre, c'est 0. Puis on s'aperçoit qu'il y a une asymétrie croissante là, au fil du temps, en fonction des valeurs qu'on met dans ça. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on a ici comme graphique, c'est le résultat de calcul sur la base de la distribution log normale, alors que ce qu'on avait tout à l'heure, c'était une distribution des valeurs, mais sur la base de simulation des taux de rendement. Donc, on bâtissait notre valeur avec les taux de rendement, alors qu'ici, on vient simuler directement nos valeurs de ST. Puis, comme on peut voir, c'est deux distributions qui sont très similaires. Si on vient à l'idée du générateur, je vous ramène un peu une étape antérieure, c'est-à-dire où on simule la variation de la valeur ST. Ce que je vais mettre en évidence ici, deux choses. La première, c'est que dans ce modèle-là, il y a une valeur attendue. On s'attend que notre fonds d'action ST génère chaque année notre rendement MUS, ou tout dépendant du pas, génère un rendement en proportion, là. Donc ça, c'est l'élément attendu, qu'on appelle la dérive. Naturellement, notre fonds, il va dériver, il va croître en valeur si notre fonds génère un rendement. L'autre volet, c'est la valeur aléatoire. C'est ce qu'on appelle la dimension de diffusion du modèle. C'est là qu'on introduit la volatilité. C'est là qu'on dit, la valeur est susceptible de croître, là, mais ça ne sera pas un long fleuve tranquille. On ne peut pas en déterminer a priori le cheminement exact. Il y a beaucoup de volatilité dans ça. Donc, on introduit une valeur aléatoire qui est un processus de diffusion. Si on le fait ici pour Black-Scholes, pour les fonds d'action, on peut transposer la même démarche dans un contexte de vouloir simuler les taux d'intérêt. C'est ce qu'a fait Vasicek. L'élément qui est à noter, donc la structure du modèle est semblable, l'élément qui est à noter, c'est que si la valeur du fonds est constamment en augmentation, c'est qu'on suppose un rendement annuel qui est égal à une constante, ce qui fait qu'au fil du temps, sur un horizon très long, notre fonds il va tendre vers une valeur infinie. Dans le cas du taux d'intérêt, ce n'est pas la même logique. Dans le cas du taux d'intérêt, on dit que notre taux courant, qui est R0, notre taux au point de départ, il va tendre vers le taux moyen θ, je vais m'aller dans mes lettres grecques, il va tendre vers le taux moyen, par exemple le taux moyen historique, qui fait en sorte que c'est un modèle de retour vers la moyenne, ce qu'on appelle en anglais le mean reversion model. Là. Donc, ça va avoir tendance à retourner vers la valeur qu'on a supposée comme étant la valeur ultime θ, sans négliger qu'autour de ce retour vers la moyenne-là, il y aura une volatilité, c'est le facteur de diffusion qui est présenté. Donc, si on regarde plus en détail les taux d'intérêt, on va prendre ici d'abord des taux courts, là, le CEDAR, qui est le taux dans le système interbancaire canadien. On prend le CEDAR 1 mois. On prend aussi les bons du Trésor, donc également des taux à court terme, 1 mois, 3 mois. Puis on en fait une lecture mensuelle, c'est-à-dire qu'on a des statistiques, on a des taux historiques qui nous permettent d'établir la moyenne de l'écart type, qui sont basés sur les valeurs mensuelles de ces taux-là. À droite du tableau, on va vers des échéances plus longues, jusqu'aux obligations de plus de 10 ans.
Là, on y va avec des lectures annuelles, ça comprend les taux pour chacune des années successives. Puis dans ce cas-ci, on a pris la période 93-2022, c'est-à-dire une période de 30 ans. On voit dans le graphique la progression des taux au fil du temps. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au début de 2023, on est dans un contexte de structure inversée, c'est-à-dire que les taux à court terme sont plus élevés que les taux à long terme. Puis évidemment, ce qui fait qu'on anticipe une baisse des taux au fil du temps. On peut refaire nos simulations avec le modèle de Vasicek comme on le fait pour les actions. Ici, 2000 simulations sur 30 ans avec deux périodes de référence différentes, 93-2002, donc une période de 30 ans, marquée par une relative stabilité des taux d'intérêt, notamment par le fait qu'on a évité pendant ces années-là des taux très élevés. Si on réfère à la période 51-2022, qui est une période non seulement plus longue, mais aussi une période caractérisée par une volatilité ou des écarts plus grands de taux. On a juste à penser aux taux au début des années 80, alors qu'on voulait combattre l'inflation, puis les taux à court terme étaient montés pratiquement à 20 là. Donc, le modèle reflète cette volatilité plus grande en ayant des intervalles qui sont plus grands. Dernière chose par rapport à ça, c'est que dans les deux cas, on part autour d'un taux de moyen autour de 2,5 là, je ne me souviens pas de la valeur exacte, mais autour de 2,5. Les éléments que j'ai mis en noir, c'est que les taux, à la fin de 2022 ou durant l'année 2022, début 2023, les taux d'intérêt ont monté très rapidement. Donc, on peut simuler ça en disant que c'est passé autour de 2,5 puis c'est monté pratiquement à 5 Quand on regarde la période 51-2022, une telle augmentation sur une courte période de temps est bien prise en considération par notre modèle. Autrement dit, quand notre période de référence, c'est 51-2022, c'est pas anormal d'avoir une augmentation comme celle qu'on vient de connaître, bien que ça se situe proche de la frontière. Si on regarde une période plus courte, bien là, on est encore plus proche de la frontière. Ça correspond à peu près au maximum qu'on n'a jamais eu sur une période aussi courte en termes d'augmentation. On va refaire ces simulations-là, mais considérant davantage le contexte courant. Vous avez les valeurs à droite. On se base sur les bons du Trésor un mois, donc on fait des simulations avec un pas mensuel. Un taux initial de 5 puis on veut se ramener à un taux ultime de 2,1 avec l'écart type, puis un paramètre K là, qui définit la vitesse à laquelle on retourne vers la valeur ultime, qui a été estimée par des méthodes d'estimation, le maximum de vraisemblance. Puis tout ça, si on met ça, ça nous donne les résultats qui sont présentés dans les deux graphiques. Ce qui est intéressant de noter, évidemment, on le mentionnait tout à l'heure, on est dans un contexte de structure inversée. Donc, le taux actuel est plus élevé que le taux ultime qui est visé. Puis, le modèle de Vasicek fait en sorte qu'on se ramène graduellement vers cette moyenne-là. Puis, nos simulations respectent les résultats ou les paramètres du modèle, les résultats attendus ou les paramètres du modèle. Donc voilà, présenté rapidement sur la base de simulation, le modèle de Vasicek. Il y a des variantes. J'ai parlé qu'on pourrait se pencher sur des variantes. Il y a beaucoup de variantes autour des modèles de taux d'intérêt. D'abord, le modèle CIR, Coss-Ingle-Russ. Eux, ce qu'ils ont mis comme prémisse au raffinement, c'est que la volatilité augmente en fonction du taux. C'est-à-dire que si vous avez un taux plus élevé, vous pouvez vous attendre à ce qu'il soit plus volatile, possiblement une tendance à la baisse, mais aussi une période de perturbation qui fait que les taux ont augmenté, puis qui fait qu'ils sont plus susceptibles d'être volatiles dans les quelques périodes qui suivent. Aussi, ce modèle-là, ce qui est intéressant, c'est que les valeurs de taux sont non négatives, parce que je n'ai pas insisté là-dessus, mais dans le cadre du modèle de Vasicek, on le voyait sur les graphiques, on peut se ramasser avec des taux négatifs, ce qui n'est pas le cas avec le CIR. Entre autres, parce que c'est intéressant de voir, c'est que le processus de diffusion tend vers zéro quand le taux d'intérêt lui-même tend vers zéro. D'autres raffinements possibles, ce qu'on appelle des modèles multivariés et étendus, là, je les en nomme trois rapidement. Notre facteur de taux ultime qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est un taux fixe, peu importe l'échéance. Donc, le taux court comme le taux long est supposé à la même valeur. On l'avait mis à 2,1. Il est possible de raffiner en introduisant une structure de taux dans notre modèle comme taux ultime. Donc, on suppose non seulement que les taux vont monter ou vont baisser,
mais ils vont tendre vers une structure de taux qu'on prédéfinit à travers θ. L'autre élément, c'est que on peut faire bouger la structure de taux selon la conjoncture. Donc, en plus d'avoir un θ-T là, qui est vraiment la structure de taux visée à long terme ou anticipée à long terme, il peut y avoir d'autres valeurs aléatoires qu'on introduit dans le modèle au niveau de la dérive pour justement composer avec ces éléments supplémentaires-là. Puis, dernier élément qui ouvre la porte à plein d'applications possibles, c'est qu'on peut décomposer. On peut avoir plus d'un modèle dans notre modèle de taux d'intérêt. Ici, on a dit R1 plus R2, par exemple. On pourrait viser à simuler le taux d'intérêt nominal RT en passant par le taux d'intérêt réel puis le taux d'inflation. Puis on pourrait introduire dans chacun de ces deux-là aussi une dynamique des grands cycles économiques, dont des tendances à long terme, et puis des chocs ponctuels. Donc, il y a là, évidemment, beaucoup de possibilités qu'on n'examinera pas en détail ici. Aussi, bien là, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est d'établir des valeurs de taux. On peut, partant de ces valeurs de taux-là, mettre des prix sur les obligations. Ça peut être des obligations zéro coupon, donc où on a juste un élément temps à considérer, qui est la maturité N. On peut aussi simuler le prix d'une obligation avec coupon, qui est une somme de coupons, puis une valeur nominale à la fin, là, qui donc s'articule autour de la valeur ou de la formule utilisée pour les zéro coupons. Deux autres éléments, puis on complète là-dessus. On peut très bien, puis ça peut être pour à peu près tous les modèles, se situer dans un modèle de changement de régime. C'est qu'on pourrait prévoir pour une distribution d'actifs, pour une catégorie d'actifs, ça peut être des actions, des obligations, ça peut être n'importe quoi, différentes situations de marché, OK, ou différents éléments de conjoncture. Je pourrais dire que dans un contexte de croissance économique, qui est une conjoncture particulière, je n'ai pas les mêmes expectatives de rendement et de volatilité que dans une période de récession. Donc là, je me définis deux régimes. Un régime, ça serait la croissance économique. L'autre régime, ça serait la récession. Puis là, j'aimerais mes modèles ou mes paramètres définis pour chacun de ces régimes-là. Évidemment que d'avoir plus d'un régime, ça suppose qu'on doit passer d'un régime à l'autre au fil du temps. Ça, on peut simuler ça facilement avec des chaînes de Markov, là, où on se doit d'introduire des possibilités de changement de régime. Donc, si je suis en période de croissance économique, j'ai un rendement moyen positif, j'ai 95% que l'année suivante, je vais toujours être en période de croissance, mais j'ai un 5% de probabilité que je peux me ramasser en récession, donc de changer de régime. Le dernier élément, ce sont les copules. Évidemment, dans la mesure où vous avez plusieurs catégories d'actifs, les corrélations entre les classes d'actifs sont très importantes. Puis quand on travaille avec les corrélations dans un contexte stochastique, dans un contexte de simulation, ben, c'est plus complexe que des formules déterministes. Puis les copules peuvent nous aider pour justement considérer les corrélations qui existent entre les classes d'actifs. Donc voilà, ça fait quand même un bon petit tour d'horizon. Je conclurai en disant, bien évidemment, que les générateurs de scénarios économiques, c'est un outil, on l'a dit au début. Ça nous amène à considérer l'effet de possibles scénarios sur la situation de l'institution, la banque, la compagnie d'assurance ou sur le régime de retraite, ça peut être des fonds de placement également. Des exemples d'utilisation quand on veut optimiser la politique de placement, quand on veut tarifer des produits comme des produits d'assurance où il y a une incertitude, bien, il faut non seulement examiner le rendement moyen attendu, mais il faut examiner où ça nous mène s'il y a de la volatilité. De façon explicite et incontournable, il faut absolument examiner des modèles comme ceux qu'on a vus ici quand vient le temps de définir des stratégies de couverture, puis quand vient le temps d'évaluer la solvabilité puis la capitalisation de nos institutions ou de nos régimes, puis le régulateur le demande, là, c'est un élément incontournable. Donc voilà, pour plus d'informations, le livre, vous pouvez évidemment aller sur la chaîne YouTube, il y a plusieurs vidéos, puis vous pouvez nous écrire au besoin. Donc merci et au plaisir.